Bien, bonjour à tous. Il est pratiquement 13 heures dans ce ZCL VIP un peu spécial. Bonjour Naïla. Bonjour Dani. Et aujourd'hui, on va faire une rétro puisque c'est la fin de l'année. Vous le savez, pendant toute l'année avec Marie-France Goujo-Etna, on a reçu beaucoup de personnalités, comme on le dit souvent, seulement ceux qui le méritent, n'est-ce pas Naïla? Tout à fait. Et donc, il y a eu ce travail fait, Naïla, pour pouvoir rassembler tous ces gens. Effectivement, il y a du beau monde. Ouais. Finalement, au cours de l'année, on a eu à voir énormément de personnalités avec des questions d'actualité. Avec des questions d'actualité. Et donc, tous ces gens dont je vais citer en vrac les noms, parce qu'il y en a plein. Yves Colcombe, qui était le président de la CRC, Hector Poulet, créoliste, Claudine Bajazé, maire de Sainte-Rose, mais aussi Victoire Jasmin, sénatrice, Michel Rovelas, artiste, peintre et auteur qui vient de sortir un ouvrage, Jules Cadébar, le maire de Gourbert, Daniel Arnoux, hôtelier, responsable d'une chaîne hôtelière dans la région du Gosier, Roger Thompson, professeur de littérature, France Claudia, etc., etc. Et tous ces gens-là, je me posais d'ailleurs la question de savoir, est-ce que dans tous ces gens, on ne devrait pas, peut-être avec votre aide, à la fin de l'émission, puisque vous allez pouvoir voir cette émission, à la fin de l'émission, sur le Facebook du ZCL, nous dire quel serait, dans les VIP, le VIP de l'année. Alors ça, c'est vous qui allez le décider, c'est pas moi. Vous verrez des extraits des VIP première partie. Hein. Alors aujourd'hui, c'est un peu comme un match. Hein. Il y a aujourd'hui les premières éliminatoires et il y aura la semaine prochaine deuxième éliminatoire. Alors, donc, si vous le souhaitez, à la fin du ZCL, sur le Facebook que vous connaissez, hashtag ZCL. .tv, vous faites Intel VIP de l'année, puis on va faire le total et puis on dira pour aujourd'hui qui aura été le VIP de l'année. En tout cas, on vous remercie d'être avec nous. L'émission, bien évidemment, c'est le mot que je répète le plus souvent, bien évidemment, en pays, c'est pas dit, en 2020, sera diffusée aujourd'hui, mais sera rediffusée là. Oui, on va le rediffuser tout à fait. Et en plus, comme on a dit, hein, la semaine prochaine, il y aura et puis elle sera sur le Facebook et aussi. ce sera sur le Facebook. Et sur le YouTube. Et le prochain, justement, on est en train de préparer la chaîne YouTube pour ceux qui nous demandent où sont les vidéos. Bon, on est en train de faire un travail monstrueux, rassurez-vous. Très bientôt, vous aurez la chaîne YouTube du ZCL où vous pourrez revoir toutes les vidéos, toutes les émissions, justement, qu'on a pu réaliser. Voilà, alors, ça va démarrer et vous verrez donc toutes ces personnalités, que nous avons reçues et pour le 2020, qui est ni d'autant encore, parce que ni mon diacrèsement dit, moi qui est en passé. Donc, ne vous inquiétez pas, tous ces gens-là seront nos invités. Ce sera tous les vendredis à partir de 12h30. Voilà, c'est parti et rendez-vous dans à peu près combien de temps? Dans une vingtaine de minutes. Voilà, c'est parti. Et 6 minutes, il est 6 minutes, encore voyons un petit force pour un en nous qui est en bas là, qui dit moi qui est content vrai Hector en télé là, là, son mon agouka, il peut reconnaître lui, il a pas son mauvais moment, mais il dit moi que ça qui fait plaisir de voir Hector. Donc encore voyons force là bas, mais on va dire non, ils savent qui est ça. Hector Poulet est avec nous encore pendant une dizaine de minutes avec Marie-France Goujo qui va lui poser la prochaine question. Alors nous allons sortir du créole. Hector Poulet, je voudrais comprendre pourquoi en 86, avec Laurent Farouja, vous avez lancé une liste aux élections régionales. Je crois que Laurent Farouja était tête de liste et vous étiez aussi sur cette liste. Marie Scondé, de mémoire, peut-être y était également. Qu'est-ce qui vous a incité et quelle était votre ambition à ce moment-là? Alors, mon amitié avec Laurent remonte à très longtemps. Laurent a été la première personne qui m'a demandé un cours de créole. Toute première personne. Personne ne m'avait demandé le cours créole avant. Il m'a dit, je voudrais un cours de créole, c'était juste après la souffrière, en marchant sur les quais de Basse-Terre. Voilà, il voulait le cours de créole comme ça. Et bon. Donc notre amitié remontait à longtemps. Et quand Laurent a voulu faire sa liste, bon, il voulait absolument que je sois avec lui. Bon. Et par amitié, souvent je l'ai suivi, mais souvent à contre-cœur quand même.
C'était le cas là? C'était à Contrecœur? Cette première fois, non, pas à Contrecœur la première fois. Mais une deuxième fois, je vais être sur une autre liste avec plus tard, et c'est vraiment à Contrecœur, et ça s'est très mal terminé. Mais là, c'était parce qu'on pensait vraiment, c'était les premières régionales, hein, vous vous rappelez, c'était vraiment les premières régionales, et on pensait vraiment qu'il y avait un rapport entre le développement et la culture. Et on avait appelé ce groupe Culture et Développement. Parce qu'on ne peut pas faire le développement d'un pays si on ne tient pas compte de la culture. Bonjour à tous et bon week-end, puisque nous sommes déjà vendredi, et vendredi c'est l'annonce du week-end, mais c'est aussi le VIP, comme chaque vendredi en direct de Canal 10, en direct du ZCL News, de C10 FM et aussi de RHT. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur et l'avantage de recevoir le maire de Sainte-Rose, Madame Claudine Baget. Je vous dis welcome. Welcome here. Et la première question est toute simple, puisque c'est la couverture de Nouvelle Semaine cette semaine. Qu'en reste-t-il du LKP? Alors moi je vous pose la question, 10 ans après, vous n'étiez pas encore maire, mais entre-temps vous êtes devenu maire. Comment vous voyez un petit peu ce qui s'est passé il y a 10 ans, LKP? Le LKP, je ne m'attendais pas à cette question, mais bon, tout le monde l'a vécu, le LKP en Guadeloupe. Je pense qu'il y a plein de propositions que le LKP a eu l'occasion de faire et qui n'ont pas été suivies des faits. Notamment sous l'eau. Sous l'eau et sous d'autres sujets aussi, qui n'ont pas été suivis des faits. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que, vous voyez, tout dans la vie aujourd'hui, tout dans l'actualité prouve qu'il faut se mettre ensemble pour pouvoir porter des actions. Je ne dis même pas pour réfléchir, parce qu'on en a marre de s'asseoir, de réfléchir et de ne pas faire des actions. Et voilà, je pense que c'est cela, c'est des actions qui ont manqué. Après les réflexions, il y a manqué les actions. Parce que le grand livre bleu, ça rassemble aussi toutes les idées, enfin un certain nombre d'idées qui avaient été mises lors de ce grand rassemblement que nous avons appelé le LKP. Tous, nous sommes vendredi 25 janvier. Je vous salue tous si vous êtes avec nous, et vous serez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, puisque nous sommes, comme chaque vendredi, avec Marie-France Goujoetna dans le ZCL VIP. Bonjour Marie-France. Bonjour. Aujourd'hui en VIP, la sénatrice de la Guadeloupe, Victoire Jasmin, elle est avec nous. Bonjour. Bonjour M. Antonis, bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Merci d'être avec nous. J'imagine que nous sommes pratiquement au début de l'année. Vous avez quelques petits mots de vœux à dire à tous ces gens qui vous regardent, qui vous soutiennent et qui vous ont élu. Bien sûr. Merci beaucoup de me donner l'occasion de m'adresser à la population guadeloupéenne. C'est vrai, l'année commence tout juste. Elle commence avec un certain nombre de préoccupations et d'inquiétudes pour certaines personnes, mais je dis que je vous souhaite à tous une très bonne année et ensemble nous allons tout mettre en œuvre pour qu'elle soit la meilleure possible. Donc très bonne année à tous, la santé et puis que tous vos vœux se réalisent. Je dirais. Il y a 2 semaines, il y a un sondage qui est sorti disant que 62% des Guadeloupéens ne faisaient plus confiance à la classe politique. Quand vous avez reçu ça, c'est presque un coup de massue pour la classe politique. Comment vous avez réagi? Eh bien, en analysant ce sondage, quand j'ai vu les résultats évidemment, mais quand j'ai regardé aussi qui étaient les personnes qui étaient retenues, en tout cas en mémoire de ceux qui ont été interrogés, j'ai vu que je ne faisais pas partie, forcément. Donc je ne pense pas qu'on m'a associé à ces 62% de personnes qui... Ah non, mais c'est vrai, parce que là, si je suis une élue locale avant tout, si on fait le sondage en fonction de l'échantillon qui a été analysé, en fonction de l'origine des personnes, on fait de la répartition sur le territoire. Il y a des gens qui me connaissent peut-être mieux dans certaines communes que d'autres. Donc moi, je ne me remets pas en cause. Je félicite l'organisme qui a fait le sondage. Mais quand on regarde bien les personnes qui ont été citées, ce sont ces personnes-là qui sont connues. C'est sur l'ensemble de la classe politique. Oui, c'est sur l'ensemble, mais je n'ai pas été cité. Oui. Je n'ai pas été cité sur l'ensemble de l'échiquier. Donc, moi, je travaille. Je ne suis pas là pour être une vétérinaire du tout. Je respecte le travail de ceux qui ont effectué le sondage. Ça donne une tendance qui est vraie. Mais quand on parle de 62% et qu'on identifie à travers ces 62% un certain nombre de personnes, je considère que je ne fais pas partie, en tout cas, de ces personnes
personnes qui sont identifiées. Donc je me réjouis pour le moment parce que... Oui, mais c'est sur les Guadeloupéens quand même que 62% de façon à confiance à la classe politique. Non, c'est ça. Oui, c'est un échantillon représentatif, certes, mais quand on parle de la classe politique, il y en a beaucoup au niveau local qui sont beaucoup... Parce que moi, où je veux en venir, c'est que je fus première adjointe au maire à Morne-à-l'Eau. Les Mornaliens me connaissent. Oui. Bon, les personnes de la communauté d'Aglo du Nord-Grande-Terre me connaissent. Bon, certaines personnes m'ont connu peut-être à FAPEG et ils n'ont pas forcément fait partie de cet échantillon. Donc, mais je ne suis pas connu comme quelqu'un qui serait conseiller départemental depuis un certain nombre de temps, ni conseiller régional pendant un certain nombre de temps, des personnes qui auraient été ministres ou auraient occupé en tout cas d'autres postes. Moi, c'est à l'échelon local que je suis connu et des personnes avec évidemment des personnes qui sont dans des associations avec moi, mais qui sont des personnes de communes très, très diverses et variées. Donc, je considère que l'analyse que je fais, c'est la bonne analyse dans la mesure où je ne suis pas identifiée. Je suis sénatrice depuis un peu plus d'un an. Je travaille. Donc, j'essaie de mettre en lumière le travail que je fais à travers les réseaux sociaux. Mais regardez bien, c'est la deuxième fois que vous m'invitez, je profite de l'occasion pour me remercier. Mais combien de fois vous m'avez vu, à part ici même, à Canal 10 ? À part votre invitation, c'est la deuxième fois que je viens ici depuis que je suis sénatrice. Vous n'êtes pas comme certains. Donc, non, je vous dis la vérité, d'autres médias m'ont informé, mais sur la chaîne nationale, alors que France 3 et France O m'ont interviewé. Je suis co-rapporteur d'un rapport pour le Sénat sur les risques naturels majeurs. Est-ce que vous m'avez entendu et vu, sauf qu'à Paris? Eh bien, moi, je dis que je travaille. Je travaille pour mon pays, je travaille pour la République, pour la France, parce que je suis française, et je prends une part très active parce que les Guadeloupéens, les grands électeurs en tout cas, m'ont élu, parce que si je suis là, c'est grâce aussi à Victorine Lurel qui a voulu que je sois sur sa liste, et qui vraiment, bon, je pense que nos équations personnelles, parce que je n'étais pas seule, il y avait aussi Mme Borel-Incertain, M. Sigiscard, M. le maire de Sainte-Anne, M. Baptiste, donc je pense que nous avons pu faire en sorte que je sois aujourd'hui sénatrice. Donc, je suis là, je garde la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Je travaille. Je me suis impliquée depuis que je suis sénatrice. Du ZCL en VIP, aujourd'hui, nous recevons Rosan Mounien, ancien syndicaliste, secrétaire général de l'UGTG, qui a aussi participé à la création de ce syndicat. Avec lui, nous passons un regard un petit peu rétrospectif, mais aussi actuel, sur la situation de la Guadeloupe. Et avec nous, pour l'interroger, Marie-France Koujouetna, qui pose des questions courtes pour des réponses longues. Oui, si vous voulez. Donc, Rosan Mounien, donc, pour faire un rappel historique, en 93, donc, Lucette Michaud-Chevry vous demande donc, de devenir DRH au sein de la 94 au sein de l'AFPA, et vous allez y rester jusqu'en 2007. En 2007, cette structure est fermée. Est-ce que vous qui étiez au cœur en fait de cet outil, est-ce que vous estimez que objectivement que cet outil aurait pu perdurer, qu'il avait sa chance? Oui, puisque l'AFPA, au moment de sa liquidation, avait un actif 3 fois supérieur à son passif. Donc une entreprise n'est liquidée que lorsque son passif est supérieur à son actif. Le problème qu'on avait, principalement, c'était un problème de trésorerie. Mais l'absence de trésorerie, c'était le fait que la région, à l'époque, n'avait pas payé les conventions qui avaient été exécutées l'année précédente. Donc, en réalité, le conseil régional, qui était à l'époque présidé par Victorine Lurel, a décidé qu'il fallait liquider l'AFPA, puisque au moment du jugement, le président du tribunal de commerce, puisque l'administrateur judiciaire, M. Paris, qui avait été nommé, était d'accord pour un plan de continuation. Le président du tribunal de commerce disait que si la région paie les conventions exécutées, il n'y a aucune raison de liquider la structure. Donc, le président du tribunal a appelé le président de région pour lui demander est-ce qu'il s'engage à payer les conventions qui ont été exécutées en 2006. Et le président de région a dit non, liquider. Mais voilà, c'est parti, on démarre pour ce ZCL VIP de ce vendredi 22 février. Nous sommes en 2019 et nous allons recevoir le
maire des Abîmes, mais aussi président de Cap Excellence. Éric Jalton, bonjour. Bonjour Danick Zandronis, bonjour. Éric Jalton, avant de commencer le tour des questions qu'on va poser, puisqu'on va parler de Cap Excellence, de la mairie, du congrès, mais aussi de Macron, on est dans le 10e anniversaire de LKP, c'était il y a 10 ans, dans le domaine de LKP, vous avez conduit une liste. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous trouvez qui a changé par rapport à ces 10 ans de LKP, 10 ans après LKP? Qui a changé, le cours des choses change, même s'il n'y avait pas eu LKP. C'est pas parce que c'est après LKP que c'est à cause ou grâce à LKP. Posse ergo propto faber. Alors, le monde a changé, évidemment, le monde évolue. À la vitesse grand V, la communication évolue. Peut-être une communication aussi développée qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Le géant de LKP a pris une autre dimension, une autre ampleur. Sous le plan de la suite des résolutions du LKP, bon, on sait bien qu'il y a encore des revendications pour l'application des décisions de l'accord Binot notamment, et il y a quand même eu quelques avancées, malgré une prise de conscience quand même, d'une certaine misère sociale, d'une égalité, d'une injustice, d'un besoin de justice sociale qui aujourd'hui est révélé en France par le mouvement des Gilets jaunes. Alors quelque part le LKP a été précurseur de ce mouvement Gilets jaunes et d'autres mouvements dans le monde entier, en ce qu'il a associé les forces sociales, politiques, les entreprises, des gens qu'on n'aurait jamais vu défiler dans la rue, aux côtés des syndicats, des entrepreneurs, des médecins, des avocats, des professions libérales, des gens de toute catégorie, de toute race, se sont rassemblés pour crier justice sociale, pour crier pouvoir d'achat et notamment l'arrêt des profitations, des abus, des positions dominantes au niveau du commerce, au niveau de l'entreprise, qui perdurent encore aujourd'hui malheureusement. VIP aujourd'hui, on ne sera pas très long, mais nous aurons l'occasion bien sûr de revenir sur Madame Linon qu'on va recevoir. Bonjour Jennifer Linon. Bonjour à vous. Vous êtes conseillère régionale et c'est la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui dans ce VIP un peu plus vieux. À la fin, vous avez rencontré Aramis Saobo, bien sûr, dans le cadre associatif. Mais qu'est-ce qui vous a amené à la politique? Pour quel but? Vous n'avez pas compris. Eh bien, je dirais que moi-même, je ne comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et on fait de la politique parce qu'on aime ça. Ça nous transcende. On pense politique, on vit politique. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. Et expliquer un élément déclencheur particulier dans ma vie qui m'aurait amené à la politique, il n'y en a pas particulièrement. C'est mon caractère, c'est ma personnalité. J'aime ça. Et puis c'est tout. Alors restons dans la politique. Donc depuis 2014, donc vous êtes deuxième adjointe au maire de Vieux-Habitants. Entre l'époque où vous êtes arrivée donc à la tête de la municipalité, aujourd'hui, Guerriot, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans cette commune? Les choses évoluent à Vieux-Habitants. C'est vrai que c'est une commune rurale, petite commune, 7000 habitants. Où les choses ne sont pas évidentes, le quotidien n'est pas évident. Nous ne sommes pas dans une grosse commune où les choses peuvent bouger à vue d'œil, mais c'est une municipalité qui travaille d'arrache-pied, avec un maire qui est pugnace. Nous avons quand même loupé, mais indépendamment de notre volonté, les 2 premières années, parce que la majorité régionale n'est pas forcément de notre côté. Vous connaissez les difficultés à Vieux-Habitants. Donc les projets de Vieux-Habitants, les projets communaux en tout cas, n'ont pas une oreille attentive au sein du conseil régional. Donc par la suite, les choses changent au niveau de la région. Nos dossiers donc arrivent. Par là, il faut passer la phase d'instruction. Donc là encore, il y a 1 année. Et puis maintenant, les choses bougent. Vieux-Habitants est en travaux. Nos projets sont en train de voir le jour. Nous sommes en train de mettre à jour le projet sur la réfection de la maison du patrimoine, sur aussi une zone de commerce à l'entrée de Géry, sur ne serait-ce que refaire certaines routes, aménager le centre-bourg. Donc voilà, les projets sont en train de voir le jour maintenant. Et c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'il n'y a pas de chose, en tout cas un élément déclencheur sur la politique qui m'aurait touché et aurait justifié mon engagement. Et c'est pour ça que des fois je ne comprends pas que les choses ne bougent pas plus rapidement sous prétexte qu'on ne serait pas du même bord politique. Mais bon, c'est ça, c'est la politique. La politique, c'est aussi de la stratégie.
c'est aussi, eh bien, assumer beaucoup de choses, avaler des couleuvres, savoir manger sa soupe froide. Eh bien, c'est ça. Je vois M. Zambroni sourire parce qu'il en connaît. Il en connaît, hein, et puis... Justement, en parlant de connaissances, alors, j'étais étonné, deuxième étonnement dans votre bio. À aucun moment, Marie-France n'a souligné le fait que vous ayez rencontré Victorin Lurel. C'est quand même un personnage important dans votre commune. Il a été président de région, il a été maire, conseiller, vice-président du conseil général, il est sénateur, et on dirait qu'il n'a jamais existé pour vous. Non, je ne vais pas dire ça. Monsieur Victor Lurel, c'est un Abyssois comme moi. C'est quelqu'un que je respecte, hein, tout comme il respecte la femme que je suis également. En tout cas, je l'espère. 14h, aujourd'hui, comme tous les vendredis, nous recevons une personnalité, comme dit la phrase, seulement ceux qui le méritent en VIP. C'est Dominique Larifla. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes très rare, donc la raison de cette invitation. Et Dominique Larifla, je vous posais une question d'actualité un petit peu décalée, mais enfin, ça vous intéresse quand même, puisqu'on en a parlé. Comment vous avez ressenti la démission de Lucette Michaud-Chevry? Écoutez, je l'ai ressenti comme une démarche d'une personnalité politique, une personnalité dans le public avec une grande notoriété. Pour moi, j'ai retenu le fait que ce qui a déclenché son retrait définitif, c'est le fait de voir son petit-fils, qui est un homme, même marié en famille, poursuivi, semble-t-il, parce que il serait le petit-fils, il est le petit-fils de Madame Lucette Michaud-Chevry. Et je peux comprendre que quand on est en politique, on sait que on reçoit beaucoup de coups. On en donne aussi de temps en temps, mais on est responsable du fait qu'on a choisi cette voie-là. En revanche, on oublie trop souvent que l'entourage familial, les enfants, le conjoint et encore plus les petits-enfants sont meurtris en permanence par la vie que vous menez. Alors, moi, j'ai pensé que c'était, et je le crois encore, que c'était l'élément déterminant au retrait de Madame Lucette Michaud-Chevry. Même pouvoir recevoir Monsieur Yves Colcombé, qui est, je vous le dis, responsable de la CRC. La CRC, c'est l'organisme qui fait trembler tous les maires et tous les responsables de collectivités, parce que quand le rapport tombe, on ne sait jamais si on va être avancer ou si on va reculer. En tout cas, on va en parler tout à l'heure au courant de cette matinée, mais pour l'instant, on vous salue. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous en direct. Comme toujours, on débute toujours cette interview par la question d'actualité. La question d'actualité, on voit 2 semaines. C'était l'élection du nouveau président de la chambre de la CSBT à Basse-Terre. Et bien évidemment, on a découvert subitement que la CSBT avait un déficit de 85 millions. Alors, vous voulez poser la question, premièrement, ce rapport, il était disponible depuis quand? Parce que, en fait, on l'a appris seulement après le départ de Mme Chevry. Le rapport dont il est question n'émane pas de la Chambre régionale des comptes. C'est un rapport qui a été réalisé par un prestataire privé. Je l'ai lu sur le journal à la demande de Madame Michaud-Chevry, mais la Chambre régionale des comptes n'a pas participé à ce rapport. Il n'y a eu aucun rapport de la Chambre sur la gestion de... Si, il y a eu des rapports, des avis budgétaires qui ont été rendus, notamment un sur le compte administratif de 2017, qui avait commencé à mettre à jour certains dysfonctionnements, mais ce n'était qu'un premier avis budgétaire, et il nous faut, surtout pour des collectivités comme une communauté d'agglomération de ce type, où aussi les comptes sont assez désordonnés, il nous faut plusieurs fois y aller pour pouvoir tout mettre à jour.
Le prestataire, lui, était à l'intérieur. Enfin, il a réalisé sa prestation conformément, je pense, à la demande qui lui a été passée. Donc, il a fait un travail, mais je n'ai pas de jugement à porter dessus. Ce n'est pas les chiffres vérifiés par la Chambre. Ça veut pas dire qu'ils sont faux. Il y aura un rapport, il y aura quand même un rapport. Ah oui, bien sûr, puisque nous allons être saisis forcément, et nous rendrons bien sûr un rapport sur la communauté d'agglomération. Comme chaque vendredi, nous recevons un VIP. Le VIP d'aujourd'hui, c'est le maire de Bouillante, Thierry Abelli. Et on pose une question d'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est l'adhésion de la Guadeloupe à l'OACO. Je ne vous ai pas vu hier à cette manifestation. Ça vous importe peu que la Guadeloupe entre dans cette communauté caribéenne des petites îles orientales? Ma non-présence ne signifie pas que ça m'importe peu. Vous savez, quand vous êtes un élu, serait-ce que maire et en plus vice-président du conseil communautaire de Basse-Terre, vous avez un agenda qui est relativement chargé. Malgré tout, il faut qu'on continue à travailler, donc on ne peut pas être partout. Au contraire, je trouve que c'est une très belle avancée, puisque ce qui permettra en tout cas à la Guadeloupe de faire entendre sa voix, de pouvoir mieux coopérer en tout cas avec nos voisins, puisqu'on est quand même dans un premier temps, il faut qu'on soit conscient qu'on est dans un environnement, on est plus caribéen qu'européen. On est plus américain qu'européen, même si on est aujourd'hui, d'un point de vue purement juridique, européen-français. À tous et bon appétit. Nous sommes vendredi. Le vendredi, comme vous le savez, c'est le VIP. Le VIP aujourd'hui, c'est une personnalité très connue du monde guadeloupéen d'une manière générale et au-delà de la Guadeloupe. C'est une personnalité musicale. Pierre-Édouard Décimus, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et comme toujours, pour nos invités, on pose une question sur l'actualité. Je sais que traditionnellement en Guadeloupe, en tout cas, les musiciens ne se mêlent pas de politique, mais vous êtes quand même un citoyen. Quand on vous dit que Pointe-à-Pitre croule sur l'idée avec 78 millions de déficit, ça vous fait quoi en tant que citoyen pointois? En tant que citoyen saintois, je dirais bonne chance aux Pointois et aux politiques qui sont aux affaires de la ville, puisque comme beaucoup de villes de par le monde, l'argent c'est ce qui manque le plus. Et il faudra peut-être beaucoup de créativité pour renverser la vapeur. C'est tout le mal que je souhaite aux Pointois. Retour sur le plateau du VIP. Le VIP aujourd'hui, je vous l'ai dit et répété, c'est Marie-Luce Monchard qui est maire de Basse-Terre, qui est vice-président de la région, mais aussi présidente du port. Merci. Alors la première question, elle est une question vraiment brûlante d'actualité, c'est l'OPCI de Terre-de-Haut qui vient d'être fermé, compte de déficit abyssal, plus de 6 millions. Réaction sur cette fermeture? Ça prouve une chose, c'est qu'avant de créer cet office, on aurait dû se poser la question des moyens. C'est pas tout de mettre en place des structures, parce qu'il faut effectivement une structure pour développer le tourisme, mais il faut s'assurer qu'on a les subventions, qu'on a les moyens de faire fonctionner. Et j'ai toujours dit, s'agissant de la Basse-Terre, c'est un sujet sur lequel j'avais travaillé, avec notamment l'ancien maire de Terre-de-Haut. Je considérais qu'on devrait le faire en lien avec le comité des îles de Guadeloupe, de manière à prévoir peut-être une antenne sur le sud Basse-Terre, plutôt que de multiplier les structures, et sachant que pertinemment, on n'aurait pas les ambitions, les moyens de notre politique, alors qu'on a besoin de développer l'axe tourisme dans cette belle région du sud Basse-Terre, puisque il y a un patrimoine, il y a un potentiel, et aujourd'hui on le voit avec l'arrivée importante de touristes dans cette région et le nombre de gîtes qui sont de plus en plus importants créés dans le sud Basse-Terre. Et comme chaque vendredi, vous le savez, voilà, et nous sommes toujours, je vous le dis, dans le ZCL VIP en rétro, puisqu'on a vu déjà un certain nombre de personnalités, Jennifer Linon, Yves Colcombé, Éric Jalton, Pierre-Édouard Décimus, Thierry Abelli, mais ni d'autres derrière, Hector Poulet. Et la suite, c'est tout de suite, on y va. Après la pub. Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours dans le ZCL VIP en rétro. On a déjà vu un certain nombre de personnalités. Vous l'avez raté, mais vous avez la possibilité sur le Facebook du ZCL TV et bien entendu le Facebook de Canal 10, pour pouvoir vraiment choisir le VIP qui vous a le plus marqué en 2019. Effectivement, selon vos votes, selon ce que vous direz sur le Facebook, cette personne sera honorée.
Voilà, et alors on va redémarrer, continuer donc avec Joël Deschamps, Edouard Benito Spinal, Michel Rovilas, France Toudiard, Daniel Arnoux, Lucas Desmar, Roger Thompson, ce sont les derniers de la liste d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y aura une deuxième session de ce VZCL en VIP la semaine prochaine, puisqu'il reste encore quelques personnalités qui restent à terre pour premier là, mais Yuka a dans le deuxième bateau là, donc restez avec nous jusqu'à vendredi prochain. Tout à l'heure, la suite on démarre avec Joël Deschamps. Vous le connaissez, c'est Kaoui Kereland. Vous le savez, c'est l'heure, le moment du VIP, very important people, comme on le dit, seulement avec ceux qui le méritent. Et qui le mérite aujourd'hui, Marie-France? Aujourd'hui, c'est Joël Deschamps. Joël Deschamps. Le Deschamps, ce sera le 40e anniversaire de Kassav, 40 ans de Kassav. Je ne sais pas si vous avez grandi comme beaucoup de Guadeloupéens avec Kassav. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que ce groupe-là qui jouera demain à Cap-Esther, ou qui a joué la semaine dernière à Paris, fait 40 ans que le Zouk existe? Alors, déjà, Kassav a bercé ma jeunesse. Ma jeunesse, ma période d'études. Je me souviens de leur premier passage. J'étais étudiant à l'époque à Grenoble. Premier passage avec Michel Drucker. Nous étions tous les Antillais agglutinés dans la même salle, puisque nous n'avions pas de télé, dans la même salle pour pouvoir voir voilà, ce phénomène qu'est Kassav. Et je vous avoue, hein, j'avais les posters dans ma chambre. Je faisais venir mes amis métropolitains écouter un peu ce son venu d'ailleurs, et de chez nous, mais d'ailleurs pour les métropolitains, franchement fantastique. 40 ans, c'est exceptionnel. Oui. On espère que Kawiland qui tiendra aussi 40 ans. Bah, on fera tout pour. D'accord. La société est immatriculée pour 99 ans. Je suis supposé ne plus y être, que la société continue. J'imagine. Marie-France. Alors, vous venez de faire allusion à vos années d'étudiants et on a parlé également dans votre bio de Jesse Jackson qui est venu en Guadeloupe en 2015. Je voudrais déjà à l'époque, à votre époque, quand vous étiez étudiant, vous admiriez beaucoup Jesse Jackson. Je voudrais savoir pourquoi. Et le fait d'être avec lui pendant ces 5 jours, ça fait partie, j'allais dire, de vos meilleurs souvenirs. Pour quelle raison? Bon, alors tout d'abord, je pense que comme beaucoup de jeunes Antillais partant loin pour les études, on réfléchit. On réfléchit déjà à ce qui se passe chez nous, comment le pays est fait, de nos origines, voilà. Et on a une certaine, moi en tout cas, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens de la diaspora qui œuvraient pour un changement d'un certain nombre de choses. Et j'ai trouvé, bon, j'ai pas connu l'ère Martin Luther King, malheureusement j'étais tout jeune. D'ailleurs son fils l'a accompagné, Martin Luther King, qui est le filleul de Jesse Jackson lors de ce déplacement. Le fils de Jesse Jackson, qui est le filleul de Martin Luther King, qui on a discuté très très longtemps. Il y a mon âge, donc comprenez. Et donc j'étais quelqu'un, j'estime, de très engagé. Donc, et mes profs ont décidé en 1985-86 de m'appeler Jesse Jackson. Pourquoi? Parce que j'avais une certaine fierté que j'exprimais quand j'étais étudiant face à mes amis métropolitains en disant « Nous allons apprendre à échanger, mais pas me soumettre ». Et j'étais fier face à cet homme quand j'ai vu justement qu'il a pris l'initiative de vouloir, en tant que black, se présenter aux élections présidentielles, en tout cas aux primaires des démocrates aux États-Unis, dans un premier temps en 1984. Il a réédité en 88, était second en primaire. Et avec comme ambition, c'était pas seulement d'être président, mais faire changer le regard que les autres devaient avoir vis-à-vis des Noirs américains. Et souvenez-vous d'ailleurs de ces larmes quand Obama a été élu. Donc il y a eu un début, il y a eu Obama, mais avant, il y a un début, il y a un cheminement qui est fait. Donc cette initiative a conduit au résultat Obama. Et on aura encore d'autres phénomènes identiques qui vont se répéter ailleurs dans le monde. Je suis fasciné par ce genre de personnage. Si vous venez d'ailleurs, vous avez cité Kaoui Kereland, vous verrez un poster que j'ai fait, poster mémorial, et où on reprend un peu l'histoire de la Guadeloupe depuis le débarquement, mais on reprend aussi certains grands hommes qui ont agi pour changer le cours des choses dans le monde. On retrouve certes Martin Luther King, mais on retrouve aussi des gens comme Mandela, et j'en passe. Mais voilà. En fait, à cette époque, donc, vous étiez en admiration devant cet homme, puis ensuite vous l'avez rencontré bien des années après. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est le fait d'avoir discuté, d'être en contact avec lui. Est-ce que finalement, ça a brisé un mythe ou au contraire, ça l'a renforcé? Ça l'a renforcé. Ça l'a renforcé. C'est-à-dire déjà, imaginez un si grand homme arriver en Guadeloupe, déjà, juste à l'annonce, puisque j'étais au courant, alors la personne qui est à l'initiative de ce projet, il faut aussi rendre à César. C'est Brother Jimmy, oui. Donc il m'en a parlé un an avant. Donc à partir du moment où il a eu l'accord au mois de janvier, il s'est rapproché de moi pour savoir qu'est-ce que nous pourrions mettre ensemble
pour que ce rêve puisse devenir réalité. Je lui ai dit, écoute, tout ce qu'il faut, mais il faut qu'il vienne. Donc, je n'ai jamais abandonné à ses côtés. Donc, nous avons œuvré pour que ce rêve devienne réalité. Et je vous avoue sincèrement, vous avez été pour bon nombre présents au Memorial Act quand il a fait ses allocutions et autres. J'étais à ses côtés. Il a invité Bowser Jimmy et moi-même de l'accompagner. Et pour moi, c'était quelque chose d'énorme pour la Guadeloupe, de voir quelqu'un avec une telle sagesse, avec un tel parcours, une telle détermination, venir apporter justement quelques mots et quelques crédibilités à la Guadeloupe. Encore plus fier quand il m'a, je dirais moins d'un mois plus tard, adressé un courrier personnellement de remerciements et que j'ai conservé. Je pense que ça sera une histoire que mes enfants et mes petits-enfants garderont en mémoire. Pour moi, ça vaut bien plus que tout type de matériel. Voilà, il est exactement 13h04, le moment est solennel puisque nous allons recevoir en VIP M. Willy Nestor. Willy Nestor, c'est un éditeur. Un éditeur, ben, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fabrique, entre guillemets, des ouvrages. Et depuis quelques années, il s'est attelé à cette tâche et je vous assure, il y en a eu beaucoup. La question d'actualité va vous concerner puisqu'on a parlé beaucoup tout à l'heure de la librairie Jazor qui a été vendue pratiquement à Olmol. Alors, en tant qu'éditeur, qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que c'était cette librairie que vous avez connue dans votre enfance, moi aussi, beaucoup de Guadeloupéens, allait disparaître? En tout cas, va changer de propriétaire. Oui, alors déjà, je félicite que ce soit un groupe comme Olmol qui récupère donc cette entité. Donc, c'est une très bonne chose que l'aventure continue. Bon, il y aura forcément une continuité qui, je pense, sera très favorable à la littérature antillaise. Et qu'on se le dise, Jazor, c'est quand même 4 points de vente. C'était 4 points de vente, puisque Basse-Terre, actuellement, a disparu. Oui, bien sûr. Donc, les 2 pires années que nous avons connues au niveau des éditions Nestor, ça a été 2018 et 2019. Ce sont les 2 pires années que je n'ai jamais connues. C'est-à-dire que les livres ne se vendaient pas? Oui, mais avec la difficulté de Jazor, Jazor, c'était quand même plus de 30% de nos recettes. Ah, d'accord. Et oui, donc quand dans la caisse, vous n'avez plus cette somme, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû me séparer de précieux collaborateurs pour faire face à la situation. Alors, Willy Nestor, j'ai une question toute simple et toute basique à poser. Quelle est réellement la fonction d'un éditeur? Quel est son métier? Est-ce que ça consiste à fabriquer, à imprimer, à distribuer des livres, ou est-ce que ça va bien au-delà? Ah oui, ça va bien au-delà, parce qu'il faut savoir au niveau de la chose juridique, un éditeur, il est responsable. C'est-à-dire que si c'est un contenu qui pose problème juridiquement, celui qui est poursuivi, c'est l'éditeur. Et même pour les ouvrages, avons une responsabilité juridique qui est énorme. Et même pour les ouvrages à compte d'auteur? Même à compte d'auteur, pourquoi? Parce que vous prenez la décision de publier un ouvrage, c'est pas l'auteur. L'auteur, il écrit, mais vous êtes là pour rectifier. D'accord. C'est une grosse responsabilité, l'édition. Donc, en dehors effectivement de cette responsabilité, quelle est donc, j'allais dire, ne serait-ce que dans le choix, parce que je suppose qu'on vous soumet plusieurs ouvrages, que vous avez un comité de lecture, j'imagine, qui doit sélectionner. Alors, je veux dire, moi, je serais curieuse de savoir, et je pense que je ne suis pas la seule, comment est-ce qu'on prend ce livre-là plutôt que tel autre? Oui, bon, aux éditions Nestor, le souci, c'est faire vivre cette littérature antillaise. Et je vous assure qu'elle est riche, elle est très riche. Quand on a commencé, le nombre de manuscrits qui nous arrivaient, manuscrits de qualité, et j'ai pu me rendre compte qu'un certain nombre de professeurs de lettres, d'agrégés, tout ce petit monde qui n'arrivait pas à se faire reproduire,
Donc, c'est quelque chose de très grave pour un pays qui s'appelle la Guadeloupe. C'est quelque chose qui est vraisemblable. Tous ces manuscrits qui défilent nous recevons jusqu'à 2-3 manuscrits par jour. Naturellement, vous comprenez bien que nous sommes très rigoureux dans le choix des manuscrits qui arrivent. Hein. Donc, c'est le style. De quoi, quel est l'intérêt? Est-ce que c'est bien écrit? Ou sinon, nous rejetons purement et simplement. Bien sûr. Voilà, 13h04, c'est l'avant-dernier VIP de la saison avec Marie-France Goujon. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Et aujourd'hui, nous allons recevoir une personnalité du monde littéraire, une personnalité de la critique littéraire aussi, une personnalité de l'écriture. Je veux parler de cet agrégé en lettres modernes aussi, docteur Eslet. Je veux parler de Roger Thompson. Bonjour. Bonjour, Denis Andronic. Merci de l'invitation qui m'a été faite. Merci de l'accepter déjà et d'être avec nous. Ce ne sera pas l'actualité d'un politique. En général, on reçoit ici des politiques. Comment vous avez vécu, Roger Thompson, ces derniers soubresauts de l'université où vous avez passé quand même de longues années? J'ai Guadeloupe et Martinique. Hein, oui. J'ai en effet exercé ma profession de maître de conférence puis de professeur à l'Université des Antilles Guyane, à la fois au campus de Fouillol et au campus de Saint-Claude en Guadeloupe et au campus de Chelcher à Fort-de-France. Ces querelles, ces malentendus m'ont beaucoup chagriné, car je crois que c'est un devoir intellectuel et moral que de savoir, apprendre à travailler ensemble, à vivre ensemble. Et il me semble que plus que jamais, aujourd'hui encore, les efforts doivent être faits de part et d'autre entre Martiniquais et Guadeloupéens pour que une entité universitaire, une superstructure de qualité existe et dans des relations de collaboration, de coopération, dans des superpositions, tant dans l'ordre de l'enseignement assuré par le corps enseignant que dans l'ordre des rapports à établir entre étudiants martiniquais et guadeloupéens, mais aussi avec les étudiants de l'ère caribéenne, étudiants qui nous sont proches, et bien évidemment, la coopération, encore une fois, associe l'enseignement en tant que pratique pédagogique et la recherche en tant que invention des savoirs nécessaires à une connaissance de ce que jusqu'ici nous ne savons qu'imparfaitement. Alors, juste pour prolonger cette question, et on passera à autre chose. Pendant toutes ces querelles entre Guadeloupe et Martinique, il y a eu le départ de la Guyane. Certains pensent à une université guadeloupéenne, une université martiniquaise, séparée, c'est-à-dire couper l'UAG en trois, puisqu'elle a été déjà séparée de la Guyane. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il y a une solution meilleure que la fausse solution, qu'est la scission, qu'est la césure, qu'est la rupture. Il est possible de développer en Guadeloupe comme en Martinique une superstructure avec des facultés capables de rendre les services que chaque communauté attend d'elle. On peut parfaitement imaginer des complémentarités, des associations, des compléments où les structures martiniquaises et les structures guadeloupéennes pourront développer chacune de son côté un certain nombre de spécialités. On peut imaginer par exemple une spécialisation dans le domaine de la science linguistique à la Martinique. On peut imaginer des développements avec des spécialisations qui seraient propres à la Martinique, au niveau par exemple des maîtrises, des masters, au niveau des des doctorats. La spécialisation guadeloupéenne attirerait les étudiants martiniquais et la spécialisation martiniquaise attirerait à la Martinique, au campus de Chelcher, les étudiants guadeloupéens. Il y a des complémentarités qui peuvent être trouvées et nous devons faire preuve
dans cette recherche des complémentarités, d'un esprit d'ouverture et de manière à rapetisser, de manière à amenuiser cette propension que nous avons de toujours penser les rapports entre la Guadeloupe et la Martinique comme des rapports d'antagonisme. Il y a une figure qui, me semble-t-il, devrait nous inviter très fortement à inventer cette nouvelle logique des rapports entre la Martinique et la Guadeloupe, dans le cadre universitaire tout particulièrement. Cette figure est la figure de Delgrès, qui est la grande figure de l'héroïsme guadeloupéen, la figure fondatrice, avec évidemment les autres grandes figures, Ignace et tous les autres. Delgrès, premièrement, il était martiniquais, sa mère était une mulâtresse martiniquaise, son père était un haut fonctionnaire royal, n'est-ce pas? Il était né en Martinique, il était né à la Martinique. Voici donc ce Martiniquais qui est le fondateur, n'est-ce pas, de notre mythe historique, de notre héros national est un mulâtre de Martiniquais. Il y a une double figure en lui qui doit nous interroger, sa figure de mulâtre, de manière en quelque sorte que nous puissions nous défaire des visions erronées de l'antagonisme entre nègre et mulâtre, d'une part, mais il semblerait même qu'Ignace ait été lui aussi un mulâtre. Donc l'antagonisme martiniquais-guadeloupéen, tout comme l'antagonisme mulâtre-nègre, sont de faux antagonismes, obéissent à de fausses logiques, et c'est là le programme des actions que nous pouvons nous assigner comme autant de devoirs de ce 21e siècle où, mon Dieu, il y a encore trop de séquelles de l'ancien système. Pour l'heure, bien, c'est le moment attendu, c'est l'heure du VIP. Je vous l'ai dit, notre VIP aujourd'hui, c'est monsieur Luc Adémar. Il est maire de Goubert. Il y a très longtemps qu'on l'attendait. Alors, Luc Adémar, en général, on commence toujours par une question sur l'actualité de l'invité. Votre dernière actualité, c'est votre intervention au congrès des élus. Alors moi, la question que je vais vous poser, elle est très simple. On a beaucoup parlé de consensus à la fin de ce congrès. Quelle est votre vision de ce qui s'est passé pour ce premier congrès? Pour ce premier congrès, je crois qu'on le veuille ou non, comme nous avions été sollicités par le président de la République sur la différenciation au fait, finalement, qui a toujours été intégrée dans l'évolution législative des territoires d'outre-mer. Je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui faire fi par rapport à cette demande du président de rester insensible et muet. Et nous étions à une époque charnière. Je pense qu'il y a un élément très mécanique, c'est que nous étions en fin de mandature de congrès du Conseil général. Donc il était, à mon avis, obligatoire qu'il y ait une transmission qui se fasse. Donc il y avait un élément de forme. Et dans cette démarche-là, je crois qu'il fallait en tenir compte, qu'on soit en phase de sortir un consensus. C'est nécessaire aujourd'hui, cette démarche consensuelle, pour cette proposition, de manière qu'on se retrouve de manière beaucoup plus active au sein du Conseil régional. Donc, bon, on a assisté, disons, à cette conclusion. Et aujourd'hui, ce qu'il faut penser, c'est que dans les jours à venir, nous passerons véritablement à des propositions beaucoup plus concrètes. Là, c'est un élément de forme, un consensus, qu'on puisse décider sur cette notion d'une évolution, qu'on le veuille ou non, statutaire, la mise en place de commission ad hoc, de manière à se lancer véritablement dans un champ de travail et de proposition. Donc je pense que là, c'est une obligation du département de transmettre le congrès, mais le travail véritable devrait maintenant commencer. Voilà. Alors, je prolonge avant de donner la parole à Marie-France, parce que à la fin de son intervention, Arish a dit, il a annoncé le second congrès, il a dit mais peut-être même un troisième. Un troisième congrès? Oui. Alors, un troisième congrès. Au cas où au deuxième congrès, on n'arriverait pas à une solution définitive. Oui, mais forcément, je pense que, de toute manière, aujourd'hui, je crois que il faudra bien réfléchir à tout ce qui sera mis en œuvre pour la gouvernance de notre territoire. Et la priorité, au fait, aujourd'hui, doit être bien réfléchie, parce que depuis le projet guadeloupéen
auxquels nous avons beaucoup participé. Il y a beaucoup d'éléments qui sont entrés en compte. On a vu à travers les différentes lois qui ont précédé, loi notée, loi d'orientation de l'outre-mer. Donc il y a certainement dans ce cadre législatif des moyens qui ont été donnés pour permettre de gérer nos collectivités. Donc il faut déjà en tenir compte pour asseoir, disons, ce projet de développement. Et parce que véritablement, c'est peut-être pas l'urgence aujourd'hui d'aller vers un changement vraiment statutaire. En tout cas, si c'était le cas, je pense que ça nécessite quand même un travail de réflexion assez profond. Il faut se mettre d'accord. Parce que nous pouvons, à mon avis, tenir compte de tout ce qu'entre-temps qui s'est opéré. Nous avons le cas de la Guyane, on a vu qu'ils sont passés en acte 73, et le cas de la Martinique, ça c'est plus proche. Et on regarde, ce sont deux modes en termes d'exécutif qui sont totalement différents. Pourquoi ne pas prendre le temps de bien mûrir déjà sur notre projet de développement? Quelle est l'urgence aujourd'hui? L'urgence, c'est d'abord le développement économique. Donc on a cette priorité-là. Et si jamais on doit passer un mode de gouvernance, c'est ça le plus important. Quid de ce mode qu'on aura choisi? Donc je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter. Il faut bien mûrir notre démarche. Et surtout qu'on sorte avec un consensus, à mon avis. C'est important lorsqu'on écoute le technicien Keshiko. Il y a même un élément très important qu'il ne faut pas négliger, c'est la construction de l'homme. Beaucoup aujourd'hui parlent de cette notion du vivre ensemble. Je pense qu'en Guadeloupe, il y a trop de, comment dirais-je, il n'y a pas cette harmonie, il n'y a pas cette réflexion commune, il n'y a pas ce projet d'un intérêt commun pour la Guadeloupe. Chaque fois qu'on met en avance une institution, chaque fois qu'on met en avance un projet, il apparaît toujours un élément d'intérêt particulier, d'un intérêt, voilà, pour promotionner, peut-être serait-ce pas l'intérêt général, serait-ce l'intérêt particulier, l'intérêt privé, l'intérêt de l'être. C'est ça qui fait défaut aujourd'hui. Et je pense que tant qu'on n'a pas participé à cette démarche de la mise, de la construction des valeurs, à mon avis, qui sont nécessaires, nous sommes dans un cadre des valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, c'est la démocratie que nous devons respecter, mais il est nécessaire aujourd'hui que nous puissions entrer dans ce champ. Je l'ai dit au début, ma culture elle est basée là-dessus, c'est toutes ces valeurs qui ont été transmises par ma mère, des valeurs humaines, de responsabilité, de solidarité. Il faut qu'en Guadeloupe, on trouve cette démarche consensuelle de revenir à ces fondamentaux. Tant qu'on n'a pas reconstruit l'homme guadeloupéen, on ne peut pas véritablement se lancer dans un projet d'une évolution à ce niveau statutaire, au niveau de la transformation, disons, de la gouvernance en Guadeloupe. Je pense que ça aussi, c'est fondamental. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, qu'on se retrouve, qu'on puisse défendre toutes ces valeurs-là de manière à plus arriver à l'élaboration de vrais projets au niveau d'une évolution. Du vendredi, aujourd'hui, eh bien, nous recevons Franck Taudiard. Bonjour. Bonjour. Franck Taudiard, il est mardi. Voilà, il est exactement 13h56. Nous sommes dans la rétro du ZCL en VIP de cette année 2019. Alors, je vous rappelle qu'on a déjà vu Hector Poulet, Claudine Bajazé, Victoire Jasmin, Rosan Mounien, Jennifer Linon, Yves Col-Colombré, Éric Jaldon, Pierre-Edouard Décimus, Thierry Abelli, Lucas Desmar, qu'on vient de voir, Roger Thompson aussi, professeur qui a été mon prof d'ailleurs, et Joël Deschamps. Alors, il nous reste quelques personnalités et je vous signale qu'il y a une personnalité qui semble se dessiner comme étant le VIP de l'année. Vous avez la possibilité de voter en disant simplement « en voter pour un tel » ou etc. Et à la fin, on saura qui aura remporté cette première manche parce qu'il y aura une seconde manche sur le 3. Alors, pour l'instant, on prend la page pub et on se retrouve tout à l'heure pour la suite et la fin de ce ZCL en VIP en rétro 2019. À tout à l'heure. 14h04, vous êtes sur le plateau du ZCL News. Comme on vous l'a annoncé dès le départ, vous êtes en VIP Rétro 2019. Nous allons poursuivre avec les quelques invités VIP que nous avons reçus. On commencera par Franck Taudiard, le directeur de l'aéroport de la Martinique et Césaire. Tout de suite. Martiniquais et justement pour nos amis qui nous regardent là-bas en Martinique mais aussi en France, eh bien, ils seront ravis de savoir que nous recevons, c'est la deuxième personnalité que nous recevons puisque nous avions reçu il y a quelques mois monsieur Letchimi, mais cette fois-ci c'est Franck Taudiard. Franck Taudiard. Alors comme d'habitude on commence toujours par une question d'actualité en Martinique, se pose, vous le savez, une question du drapeau depuis quelques semaines, c'est à l'ordre du jour. Alors comment vous avez abordé cette question personnellement, puisque vous êtes aussi un politique?
Alors, c'est vrai que personnellement, je pensais qu'il y a tellement de choses à faire en Martinique que c'est une question qui aurait pu être reportée à quelques jours, si ce n'est quelques mois, encore quelques années. Il y a vraiment de sujets, de préoccupations en Martinique, en matière économique, en matière sociale. Et en ce moment, on vit une crise dans le domaine du transport. Bien sûr. Et je crois que le Martiniquais, je pense qu'il a peut-être d'autres préoccupations. Oui. Ceci étant, alors là, c'est une question très, très politique. Oui, les couleurs traditionnelles et qui ont une signification de rouge, vert, noir. Hein. En Martinique, c'est le rouge, le vert et le noir. Oui. On a toujours connu. Bizarrement, qui est zappé. Oui, qui est. D'ailleurs, ce sont les couleurs de mon parti, puisque vous avez indiqué dans ma biographie que je suis un élu. Je ne me cache pas derrière mon petit doigt. J'assume totalement et je suis un élu du Parti progressiste martiniquais. Et nos couleurs, parce que ça a du sens, le rouge, le vert, le noir, ça a du sens. Et pour nous, ce sont les couleurs. Bon, pourquoi? Ça, je ne veux pas porter d'appréciation sur l'initiative qui a été lancée par l'actuelle majorité à la collectivité territoriale. Chacun fait son choix. Je pense qu'on est dans un pays de liberté et on verra comment ce nouveau drapeau et cet hymne sera accueilli et accepté par la population martiniquaise. ZCL, mais cette fois nous sommes en VIP. Notre VIP aujourd'hui, c'est Edouard Benito Espinal. Bonjour. Bonjour. De ma mémoire, enfin, mes jeunes années, il me semble que Edouard Benito Espinal était l'un des premiers écologistes de la Guadeloupe. C'était à l'époque, il travaillait justement avec un député très connu aujourd'hui, Max Mathiazin. Il y avait une petite antenne à Basse-Terre, je me souviens. À cette époque-là, on prenait déjà conscience de la nature de notre pays et de notre sol. L'actualité, bien évidemment, la question d'actualité, c'est votre ressenti par rapport à ce qui se passe en ce moment, puisque c'est le grand colloque sur les sargasses. J'imagine que l'écolo que vous avez été, que vous êtes toujours, n'a pas été insensible à tout ce qui s'est passé en Guadeloupe depuis 2011, l'arrivée de ces sargasses. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez réagi? Mais très bien, parce qu'en fin de compte, ça permet de voir une voie communautaire dans la région Caraïbe. Ce que je peux reprocher à mon pays, la Guadeloupe, c'est que nous ne savons pas mettre dans la bonne direction les choses qui méritent la bonne direction. Parce que chez nous, nous tournons en rond, toujours. En rond, en rond, en rond, et les choses avancent lentement, lentement, les choses prennent beaucoup de temps à avancer. Parce que les problèmes des sargasses, on devait déjà résoudre ce problème-là. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Parce que ce qu'il faut dire, il faut le répéter, c'est que la compétence, c'est le maire de la commune. Parce que le maire a la compétence au niveau de son territoire littoral, de 0 mètre du littoral jusqu'à 300 mètres du littoral. Donc c'est sa compétence. Mais malheureusement, on le sait, on écrit dessus qu'ils n'ont pas les moyens financiers, qu'ils n'ont pas tout ça pour pouvoir collecter. Donc ça traîne en longueur, on tourne, et on donne ce que j'appellerais, en fin de compte, des coups d'éperon. Comme un coup de zépon. Alors quand on donne un coup de zépon, on fait un travail. Et puis après, ça se calme, et on continue à tourner en rond. Et puis après, un autre élu arrive, on donne encore un coup de zépon. Et on continue après à tourner en rond. Ce que je veux dire par là, bon, il y a des gens qui font un travail merveilleux, mais il faudrait, selon moi, qu'on se mette une fois d'accord sur les choses et qu'on travaille sérieusement sur les choses. Actuellement, bon, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une possibilité financière de l'Europe. Oui. Il y a une possibilité financière de l'État. Il y a une potentialité de la région, du département, et même propre de la commune, si elles ont les moyens. Mais là, maintenant, il faudrait se dire, après l'événement qui se produit actuellement, à partir de lundi prochain, amen. On fait le travail, on attaque, parce qu'il y a du matériel. Il y a plein de choses. Les gens disposent de matériel, les gens ont mis en point des machines, les gens ont mis en plein de choses. Mais quand on dit amen, il faut mettre le plan financier sur place pour pouvoir travailler. Parce que quand on prélève, bon, aujourd'hui on dit on va prélever les sargasses dans la mer, on va les rassembler, on va les transporter ailleurs. Mais si on les transporte ailleurs
il faut que le sol soit complètement protégé. C'est une décharge. Alors, même si on fait tout ce qu'on dit pour mettre dans les plantes après, mais la décharge, il faut que le sol soit protégé. Donc, il faut un matériel qui immunise le sol. C'est-à-dire, l'eau ne peut pas descendre dans le sous-sol. Donc, il faut mettre tout ça en place. Et ça coûte de l'argent. Donc, collecter, mais mettez en place ce qu'il faut. Alors, pour cela, tournons-nous vers l'Europe, tournons-nous vers l'État, vers la région, qui fait déjà son travail, vers le département qui fait aussi son travail, et vers la commune. Alors justement, effectivement, il y a un exemple extraordinaire, c'est la décharge de Grand Camp, où pendant très longtemps les lixivia et tous les déchets s'imprégnaient dans le sol. La mangrove était bien évidemment polluée. Aujourd'hui, je vais dire, c'est plus le cas. Est-ce que cet exemple, enfin c'est un bon exemple, j'imagine, et peut-être on pourrait le reproduire à l'échelle de la Guadeloupe, et on a un peu l'impression que bon, c'est le seul exemple vraiment intéressant qu'on ait. Non, il y a deux exemples intéressants. Il y a bien sûr la Gabarre qui a évolué, et on pourra en parler si vous voulez tout à l'heure. Mais il y a aussi Sainte-Rose. À Sainte-Rose, il y a une décharge là et qui traite de façon parfaite les déchets. La Gabarre était dans une zone marécageuse, mangrove et forêt marécageuse. Le problème qui s'est posé pour la Gabarre, c'est on préparait les dossiers. Si on va chercher aujourd'hui les dossiers sur la Gabarre, on va trouver des dossiers qui datent de 40 ans. Mais le problème, c'est que souvent la décision est politique. Parce qu'on confond deux choses, le politisme et la réalité biologique. On ne peut pas faire du politisme en faisant la réalité biologique. Et celui qui gérait l'affaire avait des idées politiques. Et les communes qui appartenaient à la Gabarre, à la décharge de la Gabarre, avaient des idées politiques. Mais ce n'est pas suffisant. Le politisme noie les choses, il faut passer à l'action concrète. Et une fois qu'on se met dans l'action concrète, une fois que la décision est prise, parce qu'on connaît faire, on sait faire ça, c'est simple. Mais il faut travailler pour ça. Une fois qu'on sait ça, eh ben, on laisse aller, et puis maintenant les choses s'améliorent. Dans le même ordre d'idée, vous le savez, le Guadeloupéen, chaque année, produit entre guillemets 650 kilos d'ordures ménagères. Oui. C'est pas trop pour un pays comme la Guadeloupe. Mais non, mais normalement, ça devrait se situer à 450 kilos. Oui. Si on met la thèse, si on met la barrière, c'est 450 kilos, 350 kilos, etc. Mais le problème chez nous, la Guadeloupe, nous sommes des consommateurs. Et nous sommes des consommateurs non pas avisés, mais des consommateurs inter. Dans le cerveau, ça fonctionne mal. Parce qu'on consomme du papier, on consomme du carton, on consomme du plastique, on consomme des bouteilles, on consomme tout ce que vous voulez. Et il y a une année, j'avais fait une expérience. La collecte des déchets sur les abords des routes. En 10 jours, j'avais collecté 163 kilos de déchets, 163 tonnes de déchets sur le bord des routes. 163 tonnes 163 tonnes. Alors, il y a les réfrigérateurs, il y a les machines à laver, il y a les bouteilles, il y a les plastiques, il y a les cartons, il y a les vieilles planches. Tout ce qui connaît, on jette ça. Les carcasses de voitures, etc., etc. Donc, c'est toujours le même problème. On peut être un politique juste comme on veut, mais il faut savoir que politique juste comme on est, il faut travailler. Et le travail est important. Et c'est ça qui, souvent, fait défaut en Guadeloupe, c'est que nous avons des jeunes qui sont bien formés. Nous avons des jeunes ingénieurs, nous avons des jeunes qui sont parfaitement bien formés, mais qui n'arrivent pas souvent à trouver un poste dans notre pays à nous. Parce que ce sont les sociétés étrangères qui viennent chez nous, françaises ou autres, qui viennent chez nous pour pouvoir travailler. Et les jeunes que nous avons qui sont capables de dire ne peuvent pas le faire. Parce que le discours du politique, souvent, est impératif. C'est oui, c'est pas non. C'est non, c'est pas oui. Donc on ne peut pas continuer à travailler comme ça. Ça, c'est quand vous dites ça par rapport au politique, c'est à l'époque du sitcom, par exemple, vous travailliez notamment avec Monsieur Géniès. Est-ce que, justement, vous avez été confronté à ce problème? Mais bien sûr. Bien sûr. Sur des projets précis? Mais bien sûr, parce qu'en fin de compte, moi je connaissais parfaitement bien le dossier. C'est un dossier que je connais par cœur. Mais Daniel Géniès, sympathique, il est bien comme il est politicien. Mais il n'avait pas cette science des choses. Et c'est ça qui lui manquait, la science des choses. Parce que, je le dis, on peut me détester si on veut, il avait un autoritarisme qui ne convient pas à la situation. C'est clair. Il était autoritaire. Et autoritaire, c'est sa pensée qui est toujours juste. Parce que il a mis en place des dossiers sur l'incinération qui n'ont pas abouti. Parce qu'il est comme ça.
il a mis des trucs sur la décharge de la Gabarre qu'il n'a pas su mettre en place, qu'il n'a pas su faire fonctionner. Parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le discours politisme, et je le répète, je prends mon mot, je fais une sorte d'alphabétisme, c'est le démarche politisme qui empêche que les choses évoluent, parce qu'on peut les faire évoluer. Et quand je suis venu là, j'ai voulu faire évoluer les choses, mais le discours politisme m'empêchait d'évoluer. Et puis je ne vois que toi aujourd'hui, parce que je vois que les choses sont en train de changer, et j'ai mis aussi en place un certain nombre d'idées qui aujourd'hui portent leurs fruits. Les choses ne sont pas muettes aujourd'hui, les choses portent leurs fruits, parce que le Guadeloupéen commence à regarder. Et ce qui est essentiel, et qui ne se fait pas de mon pays toujours, c'est que ceux qui vendent des voitures, ceux qui vendent du carton, du matériel, etc., doivent mettre en place la collecte de tout ça. On doit trouver une sorte de coopération générale entre le politique et le vendeur, parce que c'est ça qui fait évoluer ce pays-là. Mais aujourd'hui, quand on a des structures comme AER, à Sainte-Rose... Tout à fait, bien sûr, je connais. Voilà, bien sûr, tout ce qui est électroménager, tout etc. À fait, tout à fait. C'est une filière une filière très intéressante. Tout à fait. Tout à l'heure, vous faisiez allusion justement à ce qu'on trouvait sur le bord des routes. On en trouve peut-être moins maintenant, parce que les gens, justement, ont cette conscience. Et il y a un endroit où les déposer, surtout. Ben, c'est vrai. Parce qu'il y a une époque où on ne savait pas où les mettre, en fait. Si, on savait comment les mettre. Mais le problème qui se pose, c'est que nous avons un frigidaire chez nous, une machine à laver chez nous. Nous savons où transporter ça. Mais il est beaucoup plus simple d'aller jeter ça à côté, puisque ça ne nous coûte rien, parce que les gens ont l'impression, dans leur tête, qu'emmener un réfrigérateur, qu'emmener une machine à laver, qu'emmener des roues de voiture, on doit payer. Mais des fois, ça se faisait gratuitement. C'est gratuit, oui. Mais il faut faire le travail gratuitement, parce que nous sommes obligés de le faire. Et je rappelle, dans mon pays, la Guadeloupe, pendant longtemps, on a collecté le verre, les bouteilles. Moi, quand j'étais jeune, j'ai vendu des bouteilles. Oui, j'ai vaché, tous ceux qui mettaient des limonades, etc., des bouteilles de bière Spaltaler, etc. Ça se vend. Donc c'est pourquoi je disais qu'il faut une coopération. Et le terme pour moi est important. Il faut une coopération entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. Et nous, Guadeloupéens, qui sommes des consommateurs de la classe première, nous devons nous dire... Quand nous achetons des bouteilles, quand nous achetons du vin, quand nous achetons de l'eau, quand nous achetons ceci et cela, eh bien nous devons assumer. Et c'est pas normal, et je vais toucher un problème qui est capital, c'est pas normal qu'aujourd'hui, nous sommes en 2019, aujourd'hui, dans certaines communes, vous avez l'eau qui coupe, on coupe l'eau. Ça m'arrive où j'habite, 3 jours, sur une semaine, j'ai pas d'eau. C'est pas normal, ça. Et le syndicat unique, c'est la solution? Le syndicat unique peut être la solution, mais à condition que les gens s'assoient à une table et se mettent ensemble pour faire avancer les choses. On peut faire 1000 syndicats, ça ne va rien donner. Un syndicat unique, où tout le monde est d'accord, on peut faire évoluer les choses favorablement. Et je dis, la dernière fois, j'ai trouvé une vieille cassette que j'avais réalisée avec, comment il s'appelle encore, Alain Carvy, qui travaillait à Radio Caraïbes. Il est mort, Alain Carvy. Oui. 91, je posais déjà la question de l'eau. En 91, la question de l'eau. Et quand j'écoute la cassette, j'entends les mêmes choses qu'on dit aujourd'hui. Le problème de l'eau, je l'avais posé déjà en 91. Mais le drame du système, le gars, je ne dirai pas son nom, je l'ai traité souvent de petit vendeur, parce qu'il vendait des poulets. Je l'ai traité de petit vendeur, parce qu'il était gozérien, il était à Gosier. Et son père venait de la République dominicaine aussi. Mais ce gars-là, c'est un mauvais joueur. Un mauvais joueur. Il le saura. Et je le répète, je ne dis pas son nom. Mais c'est un mauvais joueur. Parce que c'est un déviant. Il dévie partout. Et il avait ses complices aussi dans la déviation. Donc c'est pas normal que nous arrivons aujourd'hui, en 2019, l'eau n'est pas gérée, l'eau n'est pas traitée. Il y a l'eau qui part dans la nature. Les tuyauteries ne sont pas changées. Et nous parlons, nous pleurons. Mais il faut travailler. Pour cela, il faut faire entrer l'argent, il faut travailler. Donc je ne suis pas d'accord avec ce truc-là. Donc le problème de l'eau se pose. Alors aujourd'hui, je prenais un autre aspect des choses, c'est l'énergie électrique. Mais on fait des éoliennes, on met les éoliennes en place, on fait plein de choses. Mais là, comme je dis, il faut une coopération. Le discours de gauche, ou le discours de droite, ou le discours du centre, c'est pas un discours. Le discours qui, pour moi, est valable, c'est le discours qui appelle tout le monde à être ensemble. Et la Guadeloupe a besoin...
Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La suite et la fin de ce ZCL VIP Rétro 2019, ce sera vendredi prochain. En tout cas, merci d'être avec nous chaque vendredi et puis on reprendra le cours normal de nos émissions dès le début de l'année. Mais pour l'instant, lundi, on est là. Hein? Dès lundi, nous sommes là. Mais avant, je voulais simplement dire que VIP Rétro, ce sera vendredi prochain. Vendredi prochain, tout à fait. Mais sauf que lundi, effectivement, il y aura un ZCL normal. Voilà. Avec le rétro du débat. Et puis jeudi, le ZCL Events reprend aussi ses couleurs. Tout à fait, tout à fait. Allez, merci. La réalisation est assurée par notre ami Zébris. Et puis on se retrouve, comme on vous l'a dit, à partir de lundi. Yes. Voilà.